Lettre à Archibald MacLeish, décembre 1941. Extrait. De la France, rien à dire. Elle est moi-même et tout moi-même. Elle est pour moi l'espèce sainte et la seule sous laquelle je puisse concevoir de communiquer avec rien d'essentiel en ce monde. Même si je n'étais pas un animal essentiellement français, une argile essentiellement française, et mon dernier souffle, comme le premier, sera chimiquement français, la langue française serait encore pour moi la seule patrie imaginable, l'asile et l'antre par excellence, l'armure et l'arme par excellence, le seul lieu géométrique où je puisse me tenir en ce monde pour y rien comprendre, y rien vouloir ou renoncer. Dans une petite île de Polynésie sous protectorat anglais où l'on n'avait pas vu le pavillon français depuis le temps de Louis-Philippe, on m'a fait entendre un jour, en français, une scène d'Esther, dont les vers avaient été patiemment répétés pendant 8 jours par une très vieille religieuse française de Saint-Paul de Chartres à des jeunes filles tongiennes incapables de comprendre un mot de ce qu'elle récitait. Jamais Racine n'a été moins trahi. Et jamais je n'ai mieux compris le miracle de cette langue française dont le pouvoir magique est trop souvent méconnu au profit de son génie analytique. Je ne vous parle pas non plus des Antilles, qui, pour avoir profondément mêlé mon enfance à la vie animale et végétale des tropiques, n'en demeurent pas moins pour moi de l'essence française et la plus vieille. Alors, nous l'avons dit ce matin à plusieurs reprises, St. John Perse est un poète qui n'a jamais caché son allégeance pour la langue française et pour une identité française qu'on a dit essentialiste. Alors, c'est peut-être lui faire un faux procès ou c'est peut-être un peu gauchir ses propos. Il est vrai qu'il a toujours reconnu être ancré dans lui qui était l'exilé, eh bien, effectivement, dans la langue française. Il est certain qu'on peut voir là aussi un paradoxe avec un poète dont on a bien dit ce matin que sa fortune littéraire à partir de la Seconde Guerre mondiale, à partir de la période de l'entre-guerres, à partir de la période de l'après-guerre, l'immédiate après-guerre, a été surtout faite outre-Atlantique. Grâce aux traductions, grâce à l'essor des traductions à partir du prix Nobel de littérature, et nous allons revenir sur ce qui est peut-être un paradoxe, c'est-à-dire à la fois cet ancrage dans l'identité française et puis cette diffusion de l'œuvre à l'étranger via notamment la fortune qu'ont connue la plupart de ces traductions, notamment les traductions anglaises. Donc cette table ronde effectivement est consacrée à ce rayonnement international de l'œuvre qu'on connaît à partir effectivement du prix Nobel de littérature, et nous allons être amenés à nous pencher plus spécifiquement sur un débat que nous avions déjà mené l'année dernière à la Maison de l'Amérique latine, à savoir le débat passionnant sur les traductions de St. John Perse. Et on verra à cette occasion que ce n'est pas seulement dans le monde anglo-saxon. Je sais que Roger Little n'aime pas trop ce mot anglo-saxon, mais bon, c'est un mot générique. On va dire que son œuvre a été diffusée dans des aires dont on n'a pas encore pris véritablement la mesure de l'importance. Je pense particulièrement au monde hispanique. C'est une œuvre qui est connue de beaucoup d'écrivains hispaniques, d'Amérique latine particulièrement, et nous aurons l'occasion donc d'y revenir au cours de ce débat. Donc vous avez vu la présentation qui en a été faite dans le programme. Et pour commencer, pour faire un petit peu le lien donc avec ce qui a été dit ce matin à propos du prix Nobel, je commencerai par donc interroger Madame Carole Rigolo à propos de justement cette période américaine et le fait qu'on ne peut que constater en effet que St. John Perse pendant une grande partie donc de sa carrière a été surtout connu aux États-Unis. Alors à quoi est-ce dû? À quel activisme particulier de ces fameux amis américains est-ce dû? Vous qui avez édité dans les cahiers St. John Perse en plusieurs volumes les correspondances avec ces amis américains, comment arrivez-vous à expliquer cet ancrage aux États-Unis de St. John Perse?
Avant de parler des médiateurs des années 50, j'aimerais rendre hommage à des médiateurs modernes, à commencer par Henriette Levillain qui édite les cahiers Saint-Jean-Perse, et puis Loïc Séry qui nous rassemble aujourd'hui et qui fait un travail extraordinaire par la Nouvelle Anabase pour rendre très présent le poète. Merci Loïc. Depuis 3 ans, j'édite le cahier intime de Catherine Biddle, qui est une trouvaille extraordinaire. D'ailleurs, Sabru, de temps en temps, me téléphone en disant « J'ai pas dormi de la nuit, est-ce que vraiment il faut révéler ce cahier intime au public ?» Mais je vous rassure que ce sera publié au mois d'avril. Et dans ce carnet, elle raconte au jour le jour ce que Saint John Perse lui raconte, ce qu'il fait, ce qu'il dit de sa poésie, ce qu'il dit de lui-même, de la France, de la politique. Et donc c'est un document très précieux. Et ce qu'on comprend en lisant ce document, c'est le rôle extraordinaire qu'a joué cette dame, presque seule, enfin en rassemblant des amis, pour la fortune littéraire de Saint John Perse. Et sa fortune aurait été très, très différente sans elle. Parce qu'elle a cherché des traducteurs, elle a corrigé les traductions, elle a cherché pour lui des bourses pour qu'il vive. C'est elle qui a financé en partie son travail à la Bibliothèque du Congrès à l'origine pour qu'il ait un salaire au départ, avant qu'elle lui trouve la bourse Bollingen qui l'a soutenu le restant de ses jours. Elle a cherché des gens pour faire des comptes rendus de ses livres. Elle en a fait beaucoup elle-même. Elle lui a présenté aux éditeurs. Et donc, elle a joué vraiment un rôle d'agent pour lui. Parce qu'il faut dire que lui jouait très peu ce rôle pour lui-même. Et il ne faisait pas les choses que font d'habitude les auteurs. Il ne lisait pas ses textes, évidemment. Mais il n'allait pas faire sa publicité ouvertement. Il faisait très doucement. Il préparait des dossiers de presse qui glissaient à ses amis en leur demandant d'œuvrer pour lui. Mais il ne faisait pas visiblement sa propre publicité. Alors, si la question est pourquoi elle a eu ce dévouement pour lui, enfin, Henriette Levillain a touché un mot ce matin, je crois qu'elle était secrètement amoureuse de lui. Les Américains, depuis toujours, sont amoureux des Français, ils sont francophiles. Elle était en plus francophone. Et je crois qu'elle était subjuguée par sa personnalité, sa connaissance, sa personnalité. Elle n'était pas la seule. Enfin, vous avez cité Mina Curtis. Et je crois qu'il y a même des hommes qui sont tombés sous son charme. Alan Tate, Archibald MacLeish, Francis Biddle lui-même. Vous avez même parlé, je ne sais plus dans quel volume de l'édition de la correspondance américaine de Saint John Perse, d'une sorte de cartographie de l'amitié qui se dessinait à partir, on va dire, de 1941-42, à partir du moment où il sort d'une condition un peu difficile qu'il connaît au départ, même très difficile matériellement, et où il est un peu adopté par une sorte de communauté d'amis très influents, Archibald MacLeish particulièrement, et puis les Biddle. Il faut rappeler qui est Francis Biddle. Mais Francis Biddle était Attorney General des États-Unis, et donc entre lui et sa femme, il connaissait le monde littéraire, le monde politique, donc il pouvait présenter Saint John Perse à tout le monde, et c'est par Francis Biddle que Saint John Perse a eu sa carte verte, ou enfin l'équivalent à l'époque, qui lui a permis de rester aux États-Unis après la guerre. Quand les autres sont repartis, il avait un statut qui lui permettait de rester grâce à Biddle. C'est cela. Et Archibald MacLeish particulièrement lui a permis cette sorte de stabilisation professionnelle, on peut dire, à la Bibliothèque du Congrès. C'est bien de cela qu'il s'agit. Alors ce cercle influent l'accueille, et il se trouve que son œuvre, de son côté, a un certain écho donc aux États-Unis à partir de ce moment-là. Oui. Mais il y a eu un moment, un compte-rendu de quelqu'un qui disait que finalement, la réputation de Saint John Perse aux États-Unis était surfaite. C'était à cause de la traduction de T.S. Eliot, et que s'il n'y avait pas eu T.S. Eliot, il ne serait pas connu aux États-Unis. Et Saint John Perse était catastrophé par ce compte-rendu. Ses amis trouvaient ça méchant et injuste, mais ce n'est pas entièrement faux.
c'est vraiment grâce à cette traduction qui est, à mon avis, la meilleure, qu'il a été connu en monde anglophone. Et donc, il y a le rôle aussi de la fameuse fondation Bollingen, à partir d'un certain moment, qui va avoir pour tâche d'éditer les traductions anglaises, les premières traductions anglaises, particulièrement celle de Wallace Foley. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette collection qui a eu donc un succès certain à cette époque-là? C'était surtout une bourse, Bollingen. Alors, avec la bourse venait la garantie de publier les livres en édition bilingue. Mais ça, c'était une sorte de bonus qui venait avec la bourse. Mais c'était prestigieux, c'était de belles éditions. Et donc, à partir de là, les traductions anglaises vont connaître leur essor. Et ça nous permet un peu de comprendre cet ancrage américain. Vous êtes d'accord avec cela? Oui. Et ça nous permet, dans le même temps, de passer à l'expérience magistrale de traducteur qui est celle de Roger Little, que nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer l'année dernière. Et cette année, c'est un peu particulier parce que vous avez dû remarquer que dans le foyer, nous avons déployé l'exposition de Culture France, mais également, avec un complément non des moindres, de certaines archives de collections privées, notamment celle de Roger Little. Et vous pourrez donc aller constater ce que je vais vous dire maintenant. Il y a là des commentaires de la part de St. John Perse en marge de certaines premières épreuves des traductions de Roger Little qui sont absolument passionnantes. C'est-à-dire qu'on voit véritablement dans quel état d'esprit le poète abordait les traductions de son œuvre. Il y avait effectivement un souci de contrôle, un souci d'une propriété des termes en anglais que peut-être même il ne maîtrisait pas totalement, mais enfin en tout cas qu'il donnait l'impression de maîtriser. Et en tout cas, voilà, il y a cette expérience donc de traduction de la part de Roger Little qui entre finalement dans cette œuvre par le biais de la nécessité de traduire. Comme vous nous l'aviez dit il y a quelques années, la nécessité d'abord de comprendre. C'est bien de cela qu'il s'agit. Absolument. Absolument, c'est une œuvre difficile, tout le monde est d'accord là-dessus. Et vous imaginez que quand j'étais plus jeune que je ne le suis maintenant, maîtrisant le français dans une certaine mesure, mais comme toujours, pas entièrement, j'avais lu des bribes, des extraits de cette poésie, mais je n'avais pas tout compris, loin de là. Mais elle m'avait déjà séduit, fasciné, et c'était pour mieux aller en quelque sorte sous la couche supérieure, superficielle de cette poésie que je voulais pénétrer plus en profondeur dans cette œuvre, que j'ai commencé petit à petit, après des lectures, des études purement universitaires, afin justement d'aller jusqu'au fond de cette poésie pour pouvoir mieux la comprendre. Et donc, mes traductions sont en effet en amont de mes principaux travaux universitaires. Et cela m'a permis, je pense, d'éviter un certain nombre d'écueils et surtout de mieux saisir la qualité de son écriture, la densité des mots qu'il utilisait, bien sûr en toute conscience et en toute connaissance de cause, afin justement de donner ce ton riche, cette superposition de couches, de sens et de sonorité, et puis bien sûr de rythme, n'est-ce pas, dans son œuvre. Et en essayant de mettre ça dans ma langue maternelle, de traduire donc en anglais, je crois avoir fait une œuvre utile pour moi surtout, n'est-ce pas, pour mieux approcher cette poésie. Et en fait, à l'instant, tu as parlé de traductions anglaises, mais je te dirais qu'il n'y en a pas, ou pour ainsi dire pas. Elles sont toutes américaines. Si l'on veut, T.S. Eliot, qui est passé en Angleterre, qui a fait la première traduction d'Anabase et qui l'a publié d'abord en Angleterre, avant d'autres éditions aux États-Unis,
je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Carole à l'instant, n'est-ce pas? C'est ça qui a révélé St. John Perse au monde anglophone. Mais je dirais aussi que cette traduction ne m'a pas satisfait. Si vous voulez, je vous donnerai quelques raisons, mais enfin, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Pour moi, c'était une traduction sous influence. Laquelle? Eh bien, celle de la Bible dans ce qu'on appelle la version autorisée du roi Jacques. Alors, cette Bible en traduction anglaise a un impact extraordinaire sur la langue anglaise. Elle est de l'époque de Shakespeare, et c'est à ce moment-là qu'il y avait une effervescence de la langue anglaise. Et puis, ça faisait partie, bien sûr, de la Renaissance européenne. Et petit à petit, l'anglais s'est stabilisé à partir de là. Mais la richesse de la langue, d'une part de Shakespeare, d'autre part de cette traduction de la Bible, eh bien, ont donné lieu à des termes qui sont restés en anglais jusqu'à nos jours, surtout trois mots, 4 mots ensemble, n'est-ce pas, qu'on utilise tous les jours, sans savoir même qu'ils proviennent de cette traduction de la Bible. Et c'est ça que j'ai trouvé chez Eliot et qui m'a gêné, disons, parce qu'il n'y a pas cela dans Anabase en français. Et il n'y a pas cette référence quasi unique, unanime à la Bible. Il y a justement une ouverture beaucoup plus grande à d'autres civilisations, à d'autres pensées, à d'autres expériences spirituelles, entre autres, bien sûr, mais qui ne se cantonnent pas à la seule Bible. D'autant plus que, en français, il n'y a pas de traduction qui fasse autorité autant que celle dite du roi Jacques en langue anglaise. Bon, alors, insatisfaction de ma part donc devant cette traduction d'Eliot, que je connaissais bien sûr, et il n'y a pas eu de traduction anglaise à proprement parler. Il y a eu un traducteur irlandais, Denis Devlin, pour le dire en français, qui était diplomate à Washington et qui a travaillé de concert avec St. John Perse à ses traductions du cycle d'exil. Mais c'est un Irlandais. Alors, être Irlandais, c'est, comme le disait Beckett, lorsqu'on lui a posé la question « est-ce qu'il était anglais ?», il a dit « au contraire ». Et c'est effectivement la réponse que j'ai donnée à un chirurgien qui m'a interviewé l'autre jour, que je consultais plutôt, c'était dans ce sens-là, quand il m'a dit, en voyant mon nom, n'est-ce pas, « Ah, vous êtes anglais », j'ai dit « au contraire ». Et j'ai expliqué pourquoi j'ai dit « au contraire » par la suite. Enfin, alors ensuite, c'était des traductions américaines. Alors la langue américaine n'est pas la langue anglaise. Telle que je la connais, telle que je la ressens, les rythmes ne sont pas les mêmes, le vocabulaire est différent. On peut vous donner des anecdotes, n'est-ce pas, en foison des différences, non seulement de mots ponctuels, mais de mots qui induisent en erreur, plutôt. Alors, c'est une anecdote quand même. J'étais dans un avion à l'aéroport de Dublin et on devait décoller pour les États-Unis un beau jour. Et le haut-parleur a annoncé qu'on allait décoller, le mot en anglais c'était « momentarily », avec la prononciation américaine. Alors pour moi, j'ai été un peu paniqué parce que « momentarily », pour moi, ça veut dire « momentanément ». Une fois décollé, on allait tomber, n'est-ce pas, des cieux. Alors qu'en langue américaine, ça veut dire plutôt « d'un moment à l'autre ». Eh oui, décoller d'un moment à l'autre n'est pas du tout la même chose que décoller momentanément. Alors voilà les porte-à-faux qu'on peut imaginer entre les deux langues, et c'est pour cela que je me dis effectivement traducteur anglais, parce que je suis de langue anglaise et non pas américaine, et qu'il y a eu quelques problèmes aussi lorsque j'ai traduit certaines choses, pas forcément St. John Perse, pour une publication aux États-Unis.
Et on m'a dit qu'il fallait revoir cela parce que les rythmes ne passaient pas, le langage, le vocabulaire ne passait pas, etc. Enfin bon, bref, vous voyez quelques difficultés. Mais en fait, à proprement dire, n'est-ce pas, il n'y a pas de traduction anglaise de St. John Perse. Alors là, je peux dire en effet, à part la mienne. Mais la mienne, pour la plupart, n'est pas publiée, donc n'est pas connue. Et voilà. Et n'est pas publiée pour une raison très simple, c'est que les éditeurs trouvaient que le marché était déjà saturé et par des personnes quand même aussi connues que T.S. Eliot. Comment est-ce qu'un inconnu comme moi pouvait venir comme un cheveu sur la soupe demander une deuxième traduction publiée de St. John Perse, alors que vous le savez très bien, on ne lit pas St. John Perse, n'est-ce pas? Ou du moins, ça ne court pas les rues. Enfin, voilà. En tout cas, il y a notamment la traduction de Oiseaux que vous avez faite, Birds, qu'on peut voir donc en vitrine plus haut. Et c'est vrai que ce sont des traductions qui sont très peu connues, très peu diffusées et qui mériteraient peut-être d'être rééditées maintenant. Mais en tant que traducteur, vous avez recherché, vous avez parlé du rythme à plusieurs reprises. Vous n'avez pas recherché le littéral, c'est certain. Vous avez recherché des correspondances, des transpositions. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que le traducteur, quel qu'il soit et quel que soit le texte d'où il part, essaye de trouver une équivalence. Et lorsqu'on dit équivalence, on veut dire équivalence à tous les niveaux de la langue. Enfin, le sens, bien sûr, qui prime. Il ne faut pas trop écarter du sens central. Mais chez un poète, chez tout poète, il y a forcément un jeu sur les sens, une multiplication de sens. Et dans le cas de St. John Perse, latiniste féru s'il en fut, eh bien, on a justement une superposition des états de la langue française avec ses origines, ses racines dans la langue latine, plus, bien sûr, une expérience du monde et du vocabulaire français qui fait qu'on est obligé, en quelque sorte, parfois de faire de son mieux pour trouver une équivalence. Mais parfois... il n'a pas tellement apprécié qu'on s'écarte justement du sens précis et majeur, disons dominant, n'est-ce pas, du terme. Et on a entendu ce matin, n'est-ce pas, à la lecture de Pour fêter une enfance, ces cris de perruche que j'avais traduits, conscient du fait que le mot perruche veut dire, bien sûr, dans un premier temps, l'oiseau, mais dans un deuxième temps, n'est-ce pas, ce petit voile en haut du mât d'Artimon qu'on avait sur les vaisseaux à voile. Et donc, j'ai traduit The Cries, ou bien, je pense que c'est The Cries, pour rester assez près du français, of Pennant Parakeets. Parakeets, c'est perruche, mais le petit fanion, c'est pennant en anglais. Donc, pennant, avec le sens latin, bien sûr. Pinna, ça veut dire aile. Donc, ce sont les perruches ailées, en quelque sorte, et qui sont en vol à partir, comme une sorte de coup de poivrière, n'est-ce pas, à partir de l'arbre où elle nichait, où elle se reposait. Enfin, non, ça, il ne l'a pas apprécié du tout, et je le conçois, je le comprends très bien. Mais je dois dire que moi, j'y tiens, parce que ça dégage quand même le double sens du mot, avec en plus une allitération que je trouve bien heureuse, bienvenue. Et donc, j'ai insisté. Mais non, enfin bon, on peut ne pas être d'accord avec le poète. Et comme on a dit ce matin, n'est-ce pas, Roger Caillois, par exemple, est resté sur ses positions dans certains cas, avait une idée en tête de ce qu'il voulait faire de sa lecture de St. John Perse. Et j'avoue que j'ai été assez indépendant, même à cet âge-là, pour dire au poète, écoutez, d'accord, mais pas d'accord. Ça, effectivement, on peut en attester. Quand on a lu, et ça je vous le recommande à tous, les annexes des études sur St. John Perse que Roger Little a publié en 1984 chez Klinksick. Alors là, vous avez des extraits de la correspondance qu'il a échangée avec St. John Perse à propos justement de ces protestations, de ces points de désaccord, voilà, pour dire les choses en termes diplomatiques. Et il y a effectivement un art tout à fait consommé de défendre ses positions,
mais vraiment, ce sont des correspondances diplomatiques, hein, vraiment. Il faut avoir lu cela pour en apprécier toute la sève. Et je vous demanderai, Carole Rigolo, si vous avez le même regard sur les éditions, enfin sur les traductions américaines, les plus connues en tout cas de ces traductions américaines. Est-ce que, à votre avis, elles se sont éloignées du tréfonds de l'œuvre pour se concentrer sur un ancrage dans l'idiome américain en tant que tel? Moi, je suis toujours déçue par les traductions et donc je les pratique le moins possible parce que ça trahit fatalement l'œuvre. C'est toujours insatisfaisant. Ce sont des passerelles, finalement, qui sont proposées et qui sont toujours imparfaites d'une certaine façon, oui, effectivement. Et comme passerelle, en effet, on peut s'étonner. C'est vrai que pendant longtemps, les traductions espagnoles de l'œuvre de St. John Perse ait été à ce point minorée et même ignorée, on pourrait dire, car il est très rare de trouver dans les travaux critiques persiens des allusions à ces traductions qui pourtant ont permis une diffusion, je dirais, à la fois factuelle de l'œuvre de St. John Perse, alors je parle sous votre contrôle, Olivier Liron, mais également, je dirais, une diffusion de l'esprit même du lyrisme de St. John Perse comme étant peut-être représentant d'un lyrisme français. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je dis vrai avec votre expérience des traductions espagnoles de St. John Perse, encore si méconnues? Oui, je crois que la raison principale pour laquelle on n'a pas forcément étudié beaucoup ces traductions, c'est que le dialogue qui a été entretenu par les écrivains latino-américains surtout avec St. John Perse n'a pas été d'ordre biographique et il n'y a pas eu de contact, hormis quelques exceptions, de St. John Perse avec des écrivains latino-américains, à part un voyage qu'il fait dans les années 60, rencontrer Borges et Bioy Casares et ces gens-là. En revanche, le dialogue qu'ont nourri les traducteurs espagnols avec St. John Perse et les poètes avec St. John Perse, il est là, il est réel. Vous allez rencontrer des poètes mexicains contemporains. Le premier nom qui vous cite en parlant de poésie contemporaine française, tout commence par St. John Perse et c'est assez frappant. Il y a peut-être plusieurs raisons à cela. Et la première, on en a parlé tout à l'heure. C'est que St. John Perse, c'est justement ce débat à la fois entre l'ancrage et l'ouverture. Mais cet ancrage de la poésie de St. John Perse, des éloges dans l'univers caribéen, dans l'univers antillais, va supposer finalement une situation de plein pied pour la plupart des auteurs cubains et mexicains. Et tout ce qui nous paraît étrange, voire exotique, en 1910, eux, c'était déjà quelque chose finalement assez spontané. Et bon, dans ces années-là, vous avez le pont Mirabeau d'Apollinaire, aller construire le pont Mirabeau sur l'Orénoque ou sur l'Amazone, forcément, c'est plus difficile. Vous voyez pas le bout. Hein. Bon, donc là, il y a cette situation de plein pied. Et il faut rappeler que l'histoire, un des enjeux majeurs de l'histoire littéraire latino-américaine au XXe siècle, c'est d'acquérir une indépendance précisément vis-à-vis des modèles européens depuis le romantisme. Et d'acquérir cette indépendance-là. Et depuis cette perspective, c'est vrai que St. John Perse représente justement une solution pour sortir de cette aliénation-là, parce qu'il représente à la fois justement le déni de toute vision exotique des tropiques, etc. Et il représente au contraire une forme d'authenticité, des éloges. Vous avez ce d'arc-boutant entre la réalité la plus infime des mouches et puis cette splendeur, cette lumière splendide. Bon, cette réalité-là, elle est enfin exprimée. Hein. Elle est là, c'est une vérité propre de cet univers-là. Donc il y a une situation de plein pied qui se crée. Et en plus de cet ancrage, il y a une véritable universalité. Ça, c'est évident. Je souscris pour ma part complètement à tout ce qui a été dit sur cette idée fondamentale d'ouverture, d'universalité incroyable de cette poésie. Et c'est vrai que ça a été forcément quelque chose qui a attiré tous ces auteurs, c'est-à-dire la possibilité d'à la fois se réclamer d'un ancrage dans la réalité, dans ce continent latino-américain, et en même temps par son contenu et puis par sa splendeur même, c'est une œuvre qui a une puissante universalité. Et la spécificité dans ce domaine-là, c'est que tous ces traducteurs ont été à la fois des lecteurs attentifs, des critiques, et aussi
des traducteurs dans le même temps, hein, une sorte de cumul de différents rôles. Et donc le geste de l'interprétation, le geste herméneutique, le geste de la traduction et le geste aussi du dialogue à travers l'écriture poétique, bah, il se conjuguent. Hein. Donc on a évidemment ces auteurs qui lisent Saint John Perse évidemment au prisme de leur propre questionnement. Hein, et ça donne des choses formidables. Vous avez par exemple dans les poètes contemporains mexicains, vous avez José Luis Rivas, qui est un immense poète mexicain, qui a écrit des livres, si vous voulez, il suffit de vous donner les titres pour comprendre. Le premier c'est Terre natale, bon, Tierra nativa, et ensuite il a écrit par exemple Por mor del mar, qui veut dire à cause de la mer, parce que la mer. Et toute cette œuvre qui bruit d'élan portuaire et qui est complètement chevillée à l'univers arcadien des Éloges. Toute cette lecture en fait qui est faite de Saint John Perse essentiellement à travers Éloges dans un premier temps parce que c'est l'utopie primitive, c'est le vert paradis de l'enfance et ça c'est un mythe central dans toute la littérature latino-américaine et même dans aujourd'hui des applications politiques. Hein, vous voyez, le mythe de l'utopie du monde vierge primitif, la tierra de Jauja, le pays de cocagne. Voilà, ça, il le trouve dans Éloges, et ça suscite tout de suite une traduction par un immense romancier en 1910, qui est Ricardo Guiraldes, qui va être le premier, historiquement, traducteur d'Éloges. Donc vous avez comme ça des différents poètes qui vont traduire Saint John Perse. Un des plus connus, c'est Lezama Lima, qui est un poète cubain, immense poète cubain, dans les années 60-70, romancier, et qui lui va voir Saint John Perse plutôt depuis la perspective d'une poésie élémentaire, une poésie des éléments, une poésie qui va promouvoir au premier plan les éléments et va permettre une sorte d'aventure de connaissance comme ça à travers l'épaisseur du monde sensuel, sensible. Et les Amalima, qui était donc ce poète cubain, qui était un grand glouton et qui était très, très affamé de la vie, du monde, et qui a dévoré Saint John Perse et qui a écrit de Saint John Perse qu'il était une sorte d'historien des éléments, notamment d'historiographe des pluies, c'est-à-dire à travers un élément permettre ensuite un étoilement de récits et cette épaisseur un peu de l'homme intemporel dont on a parlé tout à l'heure à partir d'un point focal qui est les neiges, les pluies. Donc, vous voyez, c'est effectivement, différentes lectures. On se rend bien compte des enjeux particulièrement massifs de la traduction, parce que jusqu'à présent, nous venait à l'esprit la question de la diffusion de l'œuvre de Saint John Perse, mais on se rend bien compte en vous écoutant qu'il y a bien d'autres enjeux en passant à la traduction. Finalement, vous nous parlez d'un effet miroir, finalement. Exactement. Et c'est en fait assez sensible. En Amérique latine, la passerelle, pour des poètes traducteurs, entre guillemets, la passerelle entre l'activité de traduction proprement dite, et puis finalement l'écriture. Hein. C'est-à-dire la traduction devient vraiment un laboratoire d'écriture, et selon les poètes, c'est effectivement pas la même éthique de la traduction. Par exemple, ce poète cubain dont je vous parlais, les Amalima, voilà, il va traduire, il traduit pluie très librement, il en fait une adaptation très libre déjà. Et si vous prenez celle de Ribas, qui est donc ce poète mexicain qui a traduit notamment Éloges dans une édition sublime, qui lui est sentiment attentif à tous ces élans, toute cette lumière primitive, et qui va jouer énormément sur les sonorités, renforcer les allitérations, ou les conserver au maximum, et chercher donc vraiment la musique, la sonorité, la sensation, la synesthésie. Donc vous voyez comment en fait l'interprétation de l'œuvre infère sur la traduction, et la traduction, à son tour, infère ensuite sur des dialogues entre les écrivains. En tout cas, cette vision de la traduction que vous avez, cette vision extensive de la traduction, nous permettra de confronter un peu les expériences avec ce que pourra nous dire tout à l'heure Kadim Djihalassan à propos des traductions arabes de Saint John Perse. Alors, vous avez également, vous, cette vision anthropologique de la traduction, vous l'avez développée dans votre ouvrage La parole de l'étranger. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais alors, pour insister sur finalement cet acmé, ce sommet finalement, j'ose le dire, de la traduction comme art de la transmission, mais également art de la création, parlez-nous de Zalamea. Parce que voilà, donc je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, Olivier Liron a consacré dans le numéro 5, moi je m'y perds dans les numéros de ma propre revue, le numéro 5 de la revue l'année dernière, en octobre 2009, un dossier sur un écrivain très 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 méconnu en France, pour ne pas dire quasiment inconnu, à savoir donc Jorge Zalamea, et qui est
à ce jour le plus grand, le plus éminent et le plus précis traducteur en espagnol de l'œuvre de Saint John Perse. Mais c'est un traducteur qui ne s'est pas arrêté à simplement la mission de transcription, on va dire langagière, mais qui a poussé beaucoup plus loin son expérience en pénétrant véritablement le territoire de la création. Donc ça, c'est véritablement quelque chose de passionnant. Olivier Liron, qui est Jorge Zalamea finalement? Merci. Donc ce Jorge Zalamea, Georges Zalamea, si vous voulez, c'est donc un poète qui est pas très connu en France. Alors il y a un roman qui a été publié de lui, traduit par Francis de Miomandre, donc qui était un écrivain de la première moitié du XXe siècle. Je crois qu'il a eu le prix Goncourt dans les années 1900, je crois. Et donc qui a traduit un des livres de Zalamea en français, je crois que c'est le seul qu'on a, qui s'appelle Le Grand Burundun Burunda est mort, et qui est une satire de la dictature en Colombie. Et c'est un écrivain qui est essentiellement connu pour cette dimension satirique, de satiriste, de polémiste, d'homme politique aussi. Et il a eu, je vous passe les détails, toute une carrière politique qui s'est évidemment mal terminée. Il a été emprisonné, il a été incarcéré, et il a vécu la plupart des ignominies qui ont suivi l'échec de la révolution libérale en Colombie dans les années 30. Et il a découvert Saint John Perse donc, pendant la Seconde Guerre, dans ce moment crucial qu'on a évoqué, et il a lu Saint John Perse comme vraiment une révélation. Et il en parle vraiment comme d'une conversion. Il raconte qu'il a lu Saint John Perse comme Claudel est entré à Notre-Dame le jour des vêpres de Noël pour se convertir. Voilà. Et il raconte ça d'une façon très, très forte. Et pour lui, il y a quelque chose effectivement de l'ordre de la consolation poétique. C'est un texte qui est paru dans Honneur à Saint John Perse, le grand volume d'hommage, mais qui est en fait la traduction par Zalamea lui-même d'un texte qui était paru dès 1946, donc il y a un texte qui est extrêmement pionnier déjà, parce qu'il va énumérer un certain nombre de traits de la poétique de Saint John Perse, pas du tout dans la géographie qu'on a vu tout à l'heure, mais vraiment le recensement du réel, le retour aux racines de l'hymne, des choses vraiment très, très pionnières. Et surtout, il le lit d'une façon extrêmement intime, comme une sorte de thérapeutique de l'âme, et c'est un texte très très beau. Juste au moment où, effectivement, dans l'après-guerre, on s'interroge en Occident avec Adorno sur l'inanité totale d'une poésie, en tout cas une poésie de divertissement, après la barbarie d'Auschwitz. Et c'est vrai qu'il le lit vraiment comme la réaffirmation de l'homme, de la dignité du monde et de la possibilité encore d'un nouvel humanisme. Et il dit notamment de Saint John Perse, je cite un court extrait, dans la dernière étape de sa création poétique, Exil, Saint John Perse est lui-même le protagoniste de ses chants. Le désastre du monde contemporain a fait de l'explorateur d'antan un exilé. La mère et la sœur sont absentes, la patrie est perdue, la terre des hautes entreprises est souillée, les hiérarchies sont confondues, les coutumes parcimonieuses et les amitiés princières sont abolies. Mais le poète ne peut se taire car sa mission est de témoigner du monde. Donc il y a une sorte de foi dans ce que peut représenter l'œuvre de Saint John Perse, et qui est vraiment très forte. Et ensuite, il va développer ça dans des essais, notamment un essai qu'il appelle La poésie ignorée et oubliée, où il va faire de Saint John Perse, si vous voulez, le dernier maillon d'une longue chaîne de poètes, de corpus poétique anthropologique, depuis les Iroquois, en passant par le Cantique des Cantiques, et enfin jusqu'à Saint John Perse, qui est une sorte de couronnement fantasmé de toute l'histoire de la poésie mondiale. Donc évidemment avec cette partialité totale, mais donc une relation à la fois de ferveur et de fidélité extraordinaire dans la traduction. Et ce parcours va aboutir parcours qui à la fin, et donc c'est un texte qui est paru donc dans le numéro 5 de la nouvelle Anabase, qui s'appelle Saint John Perse et l'écho des langues, et il a écrit donc dans les années 50 un texte personnel, un texte poétique qui relève à la fois, je dirais, du pamphlet, en même temps de l'hymne, assez indéfinissable génériquement, et qui participe de toute cette littérature de témoignage en Amérique latine qui est très distincte de la littérature engagée européenne. C'est un engagement qui est beaucoup moins superficiel en quelque sorte, parce que c'est consubstantiel au statut de l'écrivain en Amérique latine, cette dimension de témoignage. Et c'est un texte qui est écrit en plein tiers-mondisme. La conférence de Bandung, ça doit être au début des années 60. Frantz Fanon, les années 50, Frantz Fanon et Daniel Latters au début des années 60. Et c'est un texte qui va, en fait, refaire du Saint John Perse, va emprunter à Saint John Perse toutes ces modalités de ce qu'Henriette Levillain a appelé le rituel poétique, avec toutes ces représentations ritualisées du poème.
dans ce grand rituel de régénération, mais d'un point de vue idéologiquement, mais complètement différent. Si vous voulez, on a parlé tout à l'heure de la possibilité de voir en Saint John Perse une sorte de reflet d'un Occident colonisateur. Et si vous voulez, là, c'est une sorte de poème persien avec une idéologie tiers-mondiste et marxiste. Et donc, c'est assez extraordinaire, le détournement idéologique complet qui a pu s'opérer. Et c'est aussi, je crois, le signe de la grandeur de cette œuvre, justement, de pouvoir être récupéré en quelque sorte dans ses potentialités polémiques, rhétoriques, justement, qui n'est pas simplement une posture, qui une définition, une pensée de la poésie, justement, comme parole publique, comme parole collective, la grande phrase prise au peuple, etc. Cette parole collective, cette dimension, effectivement, de la parole, qui va être reprise, donc, dans une dimension polémique, par Zalamer dans un texte qui s'appelle Le songe des grands escaliers. Voilà, donc je vous invite à lire, et qui se passe à Bénarès, dans ce lieu saint de l'hindouisme, et qui va recenser sur les grands escaliers, sur les perrons, plus exactement, littéralement, qui va recenser toute la misère du monde, tous les peuples asservis, c'est dans la multiplicité de leurs asservissements économiques, politiques, et qui va donc les recenser et en faire une sorte d'hymne paradoxal. Ce qui est intéressant, c'est cette dimension de dialogue entre des univers très différents, et cette façon à la fois de convoquer Saint John Perse, d'écrire avec Saint John Perse et d'écrire contre Saint John Perse, et ça c'est aussi dit clairement, de transgresser complètement ce que peut représenter Saint John Perse. Et c'est un peu, si vous voulez, comme quand Senghor ou Césaire vont prendre chez Claudel et Peggy des formes pour chanter la négritude, ou quand Glissant effectivement va proposer un contre-modèle de vent dans ses épopées. Voilà. C'est un dialogue. C'est un dialogue, mais vous voyez, à la fois convoquer et révoquer le maître dans un dialogue qui est vraiment... qui va au-delà des oppositions souvent un peu superficielles de l'histoire littéraire, de l'écume, toute l'écume de l'histoire littéraire à grands coups d'ukase et de proclamations, voilà, des fins de non-recevoir. Là, c'est vraiment un dialogue, et c'est ce que réclamait Saint John Perse aussi, je crois, puisque voilà, il a bien dit dans Vent, et nos poèmes encore s'en iront sur la route des hommes, portant seulement ses fruits dans la lignée des hommes d'un autre âge. Et je crois que c'est un bel exemple au sens fort que nous donne ce texte, même si littérairement il est peut-être littérairement pas achevé, peut-être qu'il s'étiole sur la fin, mais je dirais c'est un exemple de ce que vraiment est le dialogue entre des écrivains, et voilà, toujours vers une maïeutique et pas simplement une confrontation disons, entre ânes battés, quoi. La passion d'Olivier Liron ne vous aura pas échappé, mais tout à l'heure, comme nous aurons l'occasion, et ça j'y tiens absolument, d'écouter ces textes, et notamment Le songe des grands escaliers, vous comprendrez pourquoi on peut être à ce point passionné par des textes d'une telle élévation, et puis des textes aussi hardis, car finalement ils dressent sous la forme du dialogue l'autorité et à la fois l'hommage et l'autorité du traducteur. L'hommage effectué et l'autorité du traducteur. Alors, effectivement, il nous faut, je crois, à ce moment du débat, avant de passer à d'autres aires de la traduction, les traductions arabes et puis traduction d'Europe centrale, la personne d'Andrei Manolov, il nous faut, je crois, entendre ces traductions dont nous avons parlé jusqu'à présent. Et alors, quoi de mieux que de les entendre d'abord donc dans leur texte, dans leur langue de réception, et puis donc ensuite dans le texte français. Alors nous allons d'abord écouter Exil 1 par Roger Little. Ensuite nous allons écouter Sophie Bourrel dans Exil 3. Et je crois que là vous pourrez véritablement entendre ce que sont les passerelles entre les différentes langues. Portes ouvertes sur les sables, portes ouvertes sur l'exil. Les clés aux gens du phare et l'astre roué vif sur la pierre du seuil. Mon hôte, laissez-moi votre maison de verre dans les sables. L'été de gypse aiguise ses fers de lance dans nos plaies. J'élise un lieu flagrant et nul comme l'ossuaire des saisons, et, sur toute grève de ce monde, l'esprit du Dieu fumant déserte sa couche d'amiante. Les spasmes de l'éclair sont pour le ravissement des princes en tauride.
of the sands, doors opened onto exile. The keys for the people of the lighthouse, and on the stone of the threshold, the star broken on the wheel. My host, leave to me your house of glass on the sands. The gypsum summer sharpens its spearheads in our wounds. I choose a null place of conflagration like the charnel house of the seasons. And on all sands of this world, the spirit of the smouldering god deserts its bed of asbestos. The spasms of lightning are for the rapture of the princes in Taurus. Toujours il y eut cette clameur, toujours il y eut cette splendeur. Et comme un haut fait d'armes en marche par le monde, comme un dénombrement de peuples en exode, comme une fondation d'empires par tumulte prétorien, ah, comme un gonflement de lèvres sur la naissance des grands livres. Cette grande chose sourde par le monde et qui s'accroît soudain comme une ébriété. Toujours il y eut cette clameur, toujours il y eut cette grandeur. Cette chose errante par le monde, cette haute transe par le monde, et sur toute grève de ce monde, du même souffle proféré, la même vague proférant, une seule et longue phrase sans césure, à jamais inintelligible. Toujours il y eut cette clameur, toujours il y eut cette fureur. Et ce très-haut ressac au comble de l'accès, toujours au fait du désir, la même mouette sur son aile, la même mouette sur son air. À tire-d'aile, ralliant les stances de l'exil, et sur toute grève de ce monde, du même souffle proféré, la même plainte sans mesure. À la poursuite sur les sables de mon âme numide. Je vous connais, ô monstre. Nous voici de nouveau face à face. Nous reprenons ce long débat où nous l'avions laissé. Et vous pouvez pousser vos arguments comme des mufles bas sur l'eau. Je ne vous laisserai point de pause ni répit. Sur trop de grèves visitées furent mes pas lavés avant le jour. Sur trop de couches désertées fut mon âme livrée au cancer du silence. Que voulez-vous encore de moi, ô souffle originel? Et vous, que pensez-vous encore tirer de ma lèvre vivante, ô force errante sur mon seuil, ô mendiante dans nos voies et sur les traces du prodigue? Le vent nous conte sa vieillesse, le vent nous conte sa jeunesse. Honore, ô prince, ton exil, et soudain tout met force et présence, où fume encore le thème du néant. Plus haute chaque nuit cette clameur muette sur mon seuil, plus haute chaque nuit cette levée de siècles sous l'écaille. Et sur toute grève de ce monde, un iambe plus farouche à nourrir de mon être. Tant de hauteur n'épuisera la rive à corps de ton seuil, ô saisisseurs de glaive à l'aurore, ô manieurs d'aigle par leurs angles et nourrisseurs des filles les plus aigres sous la plume de fer. Toute chose à naître s'horripile à l'orient du monde. Toute chair naissante exulte au premier feu du jour. Et voici qu'il s'élève une rumeur plus vaste par le monde, comme une insurrection de l'âme. Tu ne te tairas point, clameur, que je n'ai dépouillé sur les sables toute allégeance humaine. Qui sait encore le lieu de ma naissance? Always there was this clamour, always there was this splendour, and like a great deed of warriors marching across the world, like a numbering of peoples in Exodus, like a founding of empires by Praetorian acclaim, like a swelling of lips at the birth of great books, this great muffled thing across the world, which suddenly overwhelms like drunkenness. Always there was this clamour, always there was this grandeur, this thing wandering across the world, this great shock across the world.
And on all sands of this world, uttered by the same breath, the same wave uttering, one single long sentence without a break, forever unintelligible. Always there was this clamour, always there was this thunder, and this very high surf at the pitch of ecstasy, always on the crest of desire, the same gull on the wing, the same gull in its swing, skimming swiftly over the stanzas of exile. And on all sands of this world, uttered by the same breath, this same unrhythmic plaint pursuing over the sands my Numidian soul. I know you, monster. Once again we are face to face. We take up that long debate where we had left off. And you can force your arguments like muzzles low in the water. I shall not leave you any pause or respite. On too many visited sands were my footsteps washed away before dawn. On too many deserted resting places was my soul gnawed by the canker of silence. What do you still want of me, original breath? And you, what do you still hope to draw from my living lip? O strength wandering on my threshold, O beggar girl on our roads, and in the tracks of the prodigal. The wind tells me of its old age, the wind tells me of its youth. Honour, O Prince, your exile. And to me, all is suddenly strength and presence, where smoulders still the theme of nothingness. Higher each night this silent clamour at my door, higher each night this rising of centuries under their scales, and on all sands of this world a wilder iambus to feed with my being. So much height will not wear away the sheer bank of your threshold, O Caesar of swords at dawn, O handler of eagles by their knuckles, and feeder of the surliest girls under the iron quill. Everything to be born bristles in the orient of the world. All flesh in birth exults at the first glow of day. And hear how a vast aroma is stirring across the world, like a rebellion of the soul. You will never be silent, clamour, until on the sands I have stripped off all human allegiance. Who knows now the place of my birth? La présence humaine de la voix et la présence humaine de la poésie, eh bien effectivement, ce sont également ces passerelles de la traduction. Je crois que là, on en a eu un exemple tout à fait frappant. Pour ce qui est du Songe des grands escaliers de Zalamea, je dois dire que nous aurions dû entendre, si je n'avais pas oublié le document, Zalamea dire le début de son texte en espagnol. Mais l'essentiel finalement est d'entendre ce qu'il peut représenter pour nous à travers cette première traduction française que vous avez effectuée, Olivier Liron, pour la revue l'année dernière. Et donc nous allons écouter ce texte, enfin le premier chant de ce texte en tout cas, ce texte si particulier, cette offrande poétique à la fois et ce dialogue âpre parfois avec la poétique de St. John Perse par la voix de Sophie Bourrel. Le songe des grands escaliers. Comme les lecteurs de livres saints, les crieurs de légendes miraculeuses, comme ceux qui divisent en parcelles les paradis et les nirvanas, je m'assiérai moi aussi dos au fleuve, face aux grands escaliers infestés de croyants et hantés par les dieux vivants et morts, face aux temples de briques et de cuivre dans les écailles desquels crépite et bouillit la lumière, au pied des palais altiers où se propage sur les terrasses le vacarme des singes. J'appellerai moi aussi les croyants pour qu'ils forment un cercle autour de moi et qu'ils m'écoutent. Mais je ne leur lirai pas les miracles des dieux, ni les hauts faits des héros, ni les amours des princes, ni les proverbes des sages. Car le dur bras de la colère, répondant à ce que virent mes yeux,
arracha le livre ouvert sur mes genoux et le détruisit dans le vent. Et le vent disperse à présent les feuilles sur le fleuve, comme l'ouragan qui met en fuite une volée d'oiseaux de mauvais augure. Ah, j'ai répudié le livre. J'ai aboli les livres. Je ne veux plus à présent que la parole vive et blessante, qui, comme une pierre de fronde, vienne fendre la poitrine et, comme le fer dégainé et frissonnant, sache trouver le chemin du sang. Je ne veux plus que le cri qui détruise la gorge dépose sur le palais un goût d'entrailles et calcine les lèvres proférantes. Je ne veux plus que le langage en usage sur les grands escaliers. Car j'ai le dessein, ô croyants, d'ouvrir audience ici sur les grands escaliers d'eau au fleuve, face aux temples et aux pieds des palais. Le dessein d'intenter un procès, le vôtre, d'organiser un plaidoyer, le vôtre, de reprendre, de développer et de trancher la plus ancienne des querelles, la vôtre. Je fais appel à vous, croyants. J'ai besoin de vous et de tous les êtres dont on a bafoué la condition. Voici donc mes citations pour cette audience. En premier lieu, je convoque les champignons humains qui prolifèrent sur les grands escaliers ou y agonisent. Sculptures vivantes, gesticulantes et gémissantes qui ouvrent une avenue vers la salle ouverte de notre audience. L'adolescent épileptique qui fait se précipiter le rythme des prières par ses hurlements d'enthousiasme et ses bramements de frayeur. Le nain qui psalmodie son imperceptible mendicité sous le luxe de son énorme turban jaune. Le paralytique qui, avec ses planchettes ambulantes, imite sur la pierre sourde l'invitation des castagnettes à la danse. La lépreuse qui, mendiante, pudique, coquette, désespérée, ses souffrances exaspérées, referme ou fait flotter l'ampleur violette de sa mante sur sa chair délavée et grise. L'enfant qui réchauffe au soleil les caillots bleuâtres de ses yeux qui pourrissent. Le beau jeune homme mutilé par ses propres parents, pour que la prière muette et nue de ses moignons lui garantisse le pain de chaque jour. Le dément, le syphilitique, l'idiot, le variolé, le malade du pian, le teigneux, le galeux, le malade de la peau, le tuberculeux, et toute la horde innombrable de ceux qui sont à bout de force. Qu'ils viennent jusqu'ici, qu'ils s'agenouillent au premier rang très près de moi, pour que leur âpre braise fasse bouillonner les mots dans ma poitrine, jusqu'à ce qu'en surgissent des langues de feu. Car j'entends déchaîner un grand incendie. Je donne ensuite la préséance dans mes invitations aux gens qui vivent un peu au-delà des grands escaliers, derrière les temples et les palais. Les jeunes femmes qui transportent du sable et reçoivent pour prix de leurs efforts de minuscules feuillets d'étain. Les vendeurs de rondins pour les bûchers funéraires, de terre de couleur pour les tatouages de la caste et du rite, de rosaires en santal, en noix ou en verrerie qui apaisent la colère et inoculent la résignation. Les petites filles qui vendent des guirlandes pour orner les gorges dédaigneuses du fleuve. Les petites filles qui vendent de minuscules radeaux de paille avec 2 petites bougies allumées pour en faire offrande au fleuve. Les vendeurs d'omelettes, les vendeurs d'épices, les vendeurs de feuilles de bétel, les vendeurs de beignets envahis par des grappes d'abeilles, les vendeurs d'oiseaux, les vendeurs d'emplâtre, les vendeurs de baumes et de laxatifs, les vendeurs de cendres, les vendeurs de sel, les vendeurs d'eau, ô délirante confusion des choses les plus insignifiantes et les plus nécessaires. Le commerçant calcule ses gains en fractions de centimes et l'acheteur avive sa propre faim avec une petite poignée de pois chiches ou quelques grains de riz plusieurs fois comptés. Qu'on ouvre le parc des prophètes et qu'on les laisse venir jusqu'à moi, avec leurs yeux hallucinés et saillants, leurs tignasses enchevêtrées, leurs barbes envahies par les poux et leurs jambes mal assurées d'ivres de Dieu. Qu'on les laisse parvenir jusqu'à nous, car nous avons besoin de leurs témoignages. Leur démence corrobore notre raison et leurs paroles notre dessein. L'audience croît,
L'audience croît. Déjà, il y a des sifflements de flammes dans la braise. Que s'approchent également l'herboriste et l'arracheur de dents, le bottier et le guide, le potier et le tisseur d'osier, l'astrologue et le tailleur, l'homéopathe et l'acupuncteur. Que s'approchent les femmes qui broient des pierres au bord des routes, les vieillards qui tondent le duvet jaune de la terre sèche, le petit garçon borgne qui tisse des saris de pourpre et d'or, les hommes qui tirent leurs chariots chargés de grandes jarres de grès, les charmeurs de serpents, les pasteurs adolescents de buffles et de sangliers, les collecteurs de bouses, les cornacs, les hommes qui prennent soin des singes dans les temples qui sentent l'urine et le benjoin, les ravaudeurs de babouches, les barbiers qui, agenouillés, rasent et tonsurent leurs clients entre les roues démentes des rickshaws, les garçons de trait des rickshaws, les ganymèdes en lait de coco, les tresseurs de cordes, les éboueurs et les ramasseurs de mégots, les tondeurs et les cardeurs, les chameliers et les âniers, les puisatiers et les crieurs, les estafettes et les pleureuses, la femme qui fait griller les pois chiches, celle qui fait cuire le riz, celle qui sait faire cesser les flux, celle qui maquille la petite fille impubère, la marieuse et l'ensevelisseuse, ceux qui battent le cuivre et ceux qui gravent le cuivre et ceux qui niellent le cuivre, et ceux qui incinèrent les cadavres et les sages-femmes de la misère nouvelle-née. Ô vacarme lancinant des humbles occupations et des petits métiers, ô interminable inanition des mains qui offrent leur travail, ô convoitise fatale des mains qui reçoivent le travail. L'audience croît. L'audience croit, que s'approchent tous les gens de sueur et de peine de Bénarès, et que tous me donnent la permission de citer à l'audience les paysans rebelles d'Hyderabad, les artisans médisants de Jaipur, les taxateurs d'ordures de Bombay, les pêcheurs angoissés de Madras, les bergers du Cachemire, les chauffeurs de Delhi, les tisserands du Décan, les bûcherons du Pendjab, les collecteurs de cadavres de Calcutta, que s'approchent tous les gens de sueur et de peine de l'Inde, car nous établirons un grand procès et nous fomenterons une grande querelle avec leur assentiment et leurs témoignages. L'audience a lieu entre le fleuve et les temples, sur les grands escaliers au pied des palais, sans attendre l'après-midi, sous le soleil colérique qui dénonce jusqu'aux champignons sous l'aisselle du notable. Je crois percevoir, Kadimji Alassane, que vous êtes particulièrement sensible à cette lecture et à cette traduction, cette traduction d'Olivier Liron et à ce texte. Pourquoi, avant de commencer la discussion avec vous? Elle est très belle parce que je suis un modeste hispanisant, donc j'ai reconnu le rythme espagnol tout en ayant accès à un français très limpide. Il y a ce travail que Goethe appellerait une traduction interlinéaire. Nous sommes dans une sorte de catapulte, si vous voulez. On est ramené du français à l'espagnol, vice-versa. C'est ça la traduction pour moi, qu'on voit un entre-deux-mondes. Voilà. Et ne serait-ce pas aussi parce que dans les traductions arabes, avant d'en parvenir à certains aspects, on va dire polémiques, par rapport à la question de la transcription du littéral, ne serait-ce pas parce que aussi dans les traductions arabes, il y a aussi cette double dimension que nous avons évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois la nécessité et donc l'occasion d'une diffusion d'un poète aussi exigeant avec la langue que les St. John Perse, et également celle d'une confrontation d'expériences anthropologiques. Oui, vous avez prononcé le mot polémique, pourquoi pas, mais il suffirait d'être critique. Le mot critique lui-même suffirait à installer un débat, à mon sens, nécessaire, n'est-ce pas, qui a été déjà instauré par un certain nombre d'écrits, dont le mien que vous avez eu l'amabilité de citer tout à l'heure, mon ouvrage sur la traduction de la poésie de la culture arabe, publié il y a 12 ans chez Actes Sud, sous le titre « La part de l'étranger ». Et les initiés reconnaissent ici un hommage à Hölderlin et une filiation, parce que lui, il voyait l'expérience poétique et incluse l'expérience de la traduction, qui pour lui faisait partie de la pratique de la poésie, et lui voyait donc une sorte d'épreuve de l'étranger. Quel accueil pourrait-on réserver à l'étranger
qu'elle est devenue, pourrait un étranger avoir dans notre langue. Les Arabes, c'est pas parce que j'en fais partie, n'est-ce pas? Je suis à vrai dire français et arabe tout à la fois. Les Arabes, c'est une grande nation traductrice, n'est-ce pas? Ils ont acclimaté dans leur langue à la fois la philosophie grecque, la philosophie anglaise analytique, la philosophie française, celle d'un Michel Foucault, d'un Jules Deleuze, d'un Jacques Derrida, etc., etc. Et ils ont fait aussi, ils ont fourni un même effort, sinon plus grand, pour recevoir, pour accueillir dans leur langue et dans leur culture de nombreux grands poètes d'Occident. Eliot, par exemple, Ezra Pound. Homère aussi, il faut commencer par Homère, par Shakespeare, les épopées, les grandes tragédies. Il y a aussi beaucoup de travaux qui ont été faits en traduction et en critique littéraire sur l'italien Ungaretti, sur des Espagnols comme Lorca, toute la génération de 27, et même des poètes plus proches de nous dans le temps, comme Valente, vous le connaissez sûrement, Huguian et d'autres. Et pour Perse, hélas, c'est un constat de critique. Moi, je pouvais me ranger, mais avec une très grande modestie parmi les traducteurs de Perse, parce que tout de même, même si je n'ai agi que comme critique de la traduction s'agissant de Perse, j'ai traduit quand même Oiseau, c'est un poème, en hommage à Braque, les oiseaux de Braque, qui fait une vingtaine de pages, et quand vous avez traduit une vingtaine de pages de Perse, vous avez beaucoup fait, n'est-ce pas? Et donc, pour Perse, on ne peut pas dire qu'il y a le même bonheur dans ces traductions arabes. Là, je vais citer mon voisin de droit, M. Olivier, quand il a dit que une traduction doit être accompagnée par un effort d'exégèse et d'interprétation. C'est l'interprétation, le travail critique qui doit être fait par les traducteurs pour installer les œuvres qu'ils traduisent dans la langue réceptrice, pour leur aménager un véritable accueil. Il faut qu'ils agissent aussi en critique, en philologue, en interprète. Ce travail n'a pas été fait en langue arabe. Si vous vous rappelez que Eliot, je suis d'accord avec notre ami, quand il dit qu'Eliot peut-être a trop biblisé Perse, il perce son défend, parce que dans l'échange que Perse a eu avec Eliot, il lui dit il ne faut pas faire trop de renvois à la Bible, je n'en veux pas. Et pourtant, si notre ami anglais, je me fie à lui, je ne suis pas un grand angliciste, s'il trouve que malgré les avertissements de Perse, Eliot aurait, je dis bien aurait au conditionnel, aurait biblisé Perse, ce sera un problème. Mais il ne faut pas oublier que, et la correspondance avec Perse en témoigne, il y a eu un grand échange pour l'établissement des notes. Et Perse, on voit ça dans la Pléiade, et Eliot tenait beaucoup à ce qu'il y ait un appareil critique ou un appareil critique. C'est très important, la dimension interprétative qui permet au lecteur de saisir les mots de Perse ou de n'importe quel poète qu'on traduit dans leur véritable teneur, à la fois teneur de langage, et si vous voulez, la teneur des philosophèmes, les unités philosophiques implicites qu'une œuvre peut loger, abriter et tendre à propager. Or, en arabe, il n'y a pas eu cela. La traduction, par exemple, la plus intégrale, celle de M. Adonis, qui est poète syrien ou syro-libanais résident à Paris, il n'y a ni prologue, même pas une ligne, ni introduction analytique, ni une note. Ils expliquent dans la presse en disant « moi, je ne suis pas critique, je suis traducteur et poète ». Bon, quand on voit que Perse tenait en note, quand on voit que Perse lui-même, dans la Pléiade, cite une lettre d'Ungaretti, le grand poète italien qui a traduit surtout Annabase en italien, Ungaretti disant à Jean Paulhan, c'est Perse lui-même qui cite la lettre écrite par Ungaretti à Jean Paulhan, en lui disant « cher Jean, je suis en train de travailler sur les notes pour ma traduction de Perse, ça me prend beaucoup de temps. » Là, je sais des mémoires, ce n'est pas une citation littérale, mais je peux vous donner le numéro de la page. Parce que si je traduis ici, c'est-à-dire en Italie, sans note, on me lapiderait. Ouais, la force de l'image, on me lapiderait. En arabe, il n'y a pas eu de note, ni dans la traduction d'Adonis, ni dans la traduction partielle faite par un monsieur marocain qui s'appelle Mustafa Al-Qasri, qui est cité dans la Nouvelle Annabase, la revue, la très belle revue que vous dirigez, vous tous, et ni par le Tunisien Ali Louati, qui a traduit aussi Annabase, et qui a fait surtout un formidable travail de critique de la traduction, en venant
dresser, si vous voulez, une sorte d'inventaire analytique des contresens commis par Adonis et auquel notre ami faisait tout à l'heure allusion. Voilà donc, c'est pour un premier constat, si vous voulez, l'œuvre n'a pas été vraiment acclimatée dans la langue arabe ni dans la culture arabe. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'introduction, il y a une traduction nue, si vous voulez, qui laisse passer pas mal d'implicites, pas mal de mots dont on ignore l'origine, pas mal de renvois à des éléments de civilisation, d'histoire, de philosophie, d'art plastique, etc., etc. Et dans un deuxième temps, là on n'aura pas le temps, mais je pourrais répondre si vous voulez tout à l'heure brièvement, dans un temps on découvre que le traducteur lui-même ne les a pas compris. Le traducteur lui-même n'a pas fait le travail d'investigation philologique et anthropologique nécessaire pour les comprendre. Donc il y a un double malentendu. On ne donne pas des notes, d'accord. Mais quand on voit que lui-même n'a pas compris, le problème s'aggrave. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, si tant est qu'Adonis soit le diable en l'occurrence. Mais... Il n'y a pas de diable. C'est ce langage que je ne tiens pas, mon ami. Entendons-nous sur le langage. Il ne s'agit pas de diaboliser quelqu'un. Nous travaillons sur des outils de langue. Nous travaillons sur l'écrit, sur des pages. Je m'en fiche de qui a traduit. Donc, s'il vous plaît, tout à l'heure, vous avez dit polémique. Maintenant, vous dites diable, ce n'est pas mon langage. Oui, certes. Donc, ce que je voulais simplement dire, enfin, c'est plutôt une question d'ailleurs. Est-ce qu'en dépit de ces erreurs littérales, qui sont incontestables, tout le monde peut les repérer, est-ce qu'en dépit de ces erreurs, la traduction d'Adonis n'a pas permis de faire passer... C'est vraiment une question. Le souffle général du lyrisme persien, à votre avis? D'accord. Donc, pour revenir un peu à ma polémique contre votre sens de la polémique, ce que je disais, que ça ne passe pas de la traduction arabe, je ne le disais pas seulement d'Adonis. Je le disais aussi de son traducteur marocain, même s'il a fait une traduction partielle, mais partielle, qui est quand même importante, c'est tout un abat. Mais aussi du traducteur tunisien qui a fait une bonne critique. Donc, il était un bon critique de la traduction, mais pas un bon traducteur, à mon sens. Donc ça, je le dis, des traductions arabes qui existent maintenant de Perse, qui remontent à une vingtaine d'années ou à plus d'un quart de siècle, s'agissant d'Adonis. Donc pour moi, le moment est peut-être venu qu'une nouvelle génération s'attelle à cette entreprise. Il y a maintenant beaucoup d'Arabes qui vivent en situation d'exil ou de diaspora, qui ont assimilé les langues étrangères, qui ont étudié à la Sorbonne ou à la Complutense à Madrid ou avec Umberto Eco en Italie, qui comprennent maintenant, si vous voulez, l'importance d'un véritable excès, d'un approfondissement du rapport à la langue qu'on traduit, et pas seulement à la langue dans laquelle on écrit. Je crois que maintenant, avec l'avance considérable réalisée dans la compréhension de Perse en France même, de nouveaux traducteurs pourraient s'y atteler. C'est très important. Quand on souffle de Perse, à mon avis, comme je vous ai dit, il n'est pas parvenu au lecteur arabe pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas eu un travail d'approfondissement critique interprétatif. Deuxièmement, il n'y a pas eu un travail sur la musicalité de Perse. C'est-à-dire, il suffit de savoir que ces traducteurs, qui remontent à une génération qui précède la mienne, et qui pour moi n'était pas bien préparée, ils présentent l'œuvre de Perse comme étant un ensemble de poèmes en prose. Ils ignorent même le travail sur le verset, dans le ciel de Claudel et d'autres. Et mon ami Pierre Auster sera très, très fâché, en sachant que certains Arabes ne sachent même pas faire la différence entre un poème en prose et un verset, n'est-ce pas, cher Pierre? Et donc, la musicalité de Perse, vous êtes d'accord, c'est une donnée primordiale de l'œuvre, n'est-ce pas? Quand une œuvre est traduite comme une suite d'images et de comparaisons, il y a quelque chose qui cloche. Donc, à mon avis, le souffle persien auquel nous tenons tous est encore réservé à d'autres traducteurs et interprètes à venir. Et donc, il y a une attente à ce niveau qu'il faudrait peut-être combler. On voit de temps en temps des gens qui s'essayent à certaines pages. Il y en a qui traduisent, par exemple, une partie d'Anabase. Même le mot Anabase, si vous voulez, n'a pas été compris. Ils ont restitué Anabase littéralement comme s'il s'agissait d'un personnage. Ils ne savaient même pas que c'était une conquête de l'intérieur. Donc un arabe qui entend Anabase, qui écrit Anabase noir sur blanc, il ne comprend pas de quoi il s'agit. Il le prend pour quelque chose qui sera l'équivalent d'un Napoléon. Et donc il y a un problème, cher ami. Donc nous ne parlons pas de polémique, nous ne parlons pas de diabolisation, parlons de critiques positives. Toute critique, quand elle signale les problèmes, elle est positive. Ce sont des dénonces avec la langue. Ce sont des pénétrations dans la connaissance. Donc chaque fois qu'on parle d'un poète connu, on diabolise. Non.
Eliot, notre ami, quand il a parlé tout à l'heure d'Eliot, Eliot, c'était une figure colossale de la langue anglaise. Mais il était très attentif à notre ami, parce qu'Eliot, tout en étant un poète peut-être de génie, peut avoir un mauvais accès à une œuvre. Il a pris un mauvais départ, un mauvais point de vue. Ouais, nous parlons des techniques, restons toujours dans la technique. Donc, à mon avis, pour Peirce, il faut une connaissance profonde de sa poésie, il faut une connaissance profonde de l'évolution du vers français, allant de l'alexandrin, par exemple, jusqu'au verset, avant que de venir s'installer dans le poème en prose. Il faut une connaissance, si vous voulez, encyclopédique pour cerner le mot de Peirce. Il y a des interprètes qui ont travaillé là-dessus. Il suffit de les lire. À commencer par Peirce lui-même, qui a fait sa Pléiade en donnant beaucoup de notes. Pourquoi on lit les poèmes de Peirce sans lire les notes de Peirce lui-même? C'est quand même effarant. Et est-ce qu'il y aurait, à votre avis, une correspondance putative entre l'énonciation de la parole chez Saint John Peirce et celle de la poésie arabe, si on la prenait comme une entité en soi, ce qui serait absolument. Là, je suis très positif. Je dirais que l'une des langues dans laquelle Peirce, si on le travaille bien, sera vraiment bienvenue. On pourrait lire, si vous voulez donner place, c'est la langue arabe, parce que c'est une langue qui a une grande langue, une langue qui remonte même avant l'islam, une langue de tradition immunique. Il y a une dimension de célébration du monde chez Peirce. Justement, les lecteurs arabes, à cause de ces traductions mutilées, ils sont interprétations non retenues de Peirce que la célébration. Et parfois, ils prennent cette poésie comme un jus sur la surface du monde. Parce que vous savez mieux que moi, quand Peirce dit, par exemple, le monde, je n'ai que de bien à en dire. Ce n'est pas un postulat facile. Il lui dit, après avoir fait une traversée profonde et longue de l'histoire du monde, il y a des vents, il y a des pluies, il y a de l'exil, il y a des batailles, il y a des anabases. Donc, quand il dit, je n'ai que de bien à en dire, un mauvais poète comme André Michonnic rigolait, mais c'est de lui qu'on doit rigoler, ce n'est pas de Peirce. Parce que sous postulat positif concernant le monde, cette célébration du monde ne vient pas facilement à la bouche d'un Saint John Peirce, il vient après avoir une traversée de l'histoire qui est faite de sang, de fureur, de bruit, pour citer notre ami parlant de Shakespeare. Donc, quand on prend que cette dimension célébrative, on a raté Saint John Peirce. Tandis que l'arabe, il a une traduction hymnique, il y a eu des psalmodies, il y a des psaumes qui permettent le travail technique, dirais-je, pas spirituel. On ne va pas islamiser Peirce comme d'autres l'ont biblisé. Non, je voudrais dire un travail technique sur le verset. Sur le verset, que ce soit le verset claudélien, quand on traduit Claudel, ou sur le verset de Peirce. Musicalement parlant, l'arabe se prête très très bien. En tout cas, nous sommes éclairés par rapport à ce que vous dites. Nous sommes tout à fait éclairés. Un petit apport. Alors, du point de vue de l'Europe centrale, du point de vue de la Bulgarie, alors je n'ai aucune connaissance de la langue bulgare, Andrei Manolov, mais je sais que vous êtes le traducteur, le seul traducteur, et un éminent traducteur qui a reçu pour ses traductions plusieurs prix littéraires en Bulgarie, notamment le prix de l'Union des traducteurs, je crois. Oui. 2 fois. 2 fois. Et pour la traduction de Saint John Peirce. Pour l'intégralité de la traduction une fois pour Neige et Exil, et une autre fois pour Vent. À plus de 20 ans de distance. Donc pour nous qui n'avons qu'une connaissance très lacunaire, en tout cas, on va dire, de votre langue, quel est le point de réception en Bulgarie d'une langue aussi exigeante et aussi spécifiquement française que celle de Saint John Peirce? Mais d'abord, je vais vous lire un tout petit extrait. C'est le même extrait que mon collègue anglais a lu, d'Exil. Prix littéraire en Bulgarie, notamment le prix de l'Union des traducteurs, je crois. Oui. 2 fois. 2 fois. Et pour la traduction de Saint John Peirce. Pour l'intégralité de la traduction une fois pour Neige et Exil, et une autre fois pour Vent. À plus de 20 ans de distance. Donc pour nous qui n'avons qu'une connaissance très lacunaire, en tout cas, on va dire, de votre langue, quel est le point de réception en Bulgarie d'une langue aussi exigeante et aussi spécifiquement française que celle de Saint John Peirce? Mais d'abord, je vais vous lire un tout petit extrait. Tout à fait. C'est le même extrait que mon collègue anglais a lu, d'Exil. Au moins, vous sentirez le rythme. И винаги все този стон, все тази красота,
като победа справедлива в битката световна, като велико преселение съпътствано от преброяване на хората, като империи основани върху преторианска вяра, като продуване на устни при раждането на свещени книги. Това огромно глухо нещо на цвета, опиянение, което се засилва. Je vais commencer donc des premières publications que j'ai faites de Saint John Père, c'était Neige, et j'étais très jeune à l'époque, j'avais 23 ans, et ce texte était publié dans la presse littéraire, et il a été découvert par un groupe de jeunes acteurs qui avaient fait une soirée poétique sur la poésie française, et ils ont beaucoup apprécié ce texte parce que j'avais beaucoup travaillé sur le rythme. Et c'est par ça que j'ai commencé, et j'ai toujours beaucoup travaillé sur le rythme. Il faut dire que le bulgare a un système de versification tout à fait différent, ça s'appelle le système syllabotonique. Donc, je peux dire que la poésie de Perse en bulgare est beaucoup plus rythmée que la langue ordinaire, parce que le français a un accent fixe sur la dernière syllabe, ce n'est pas le cas en bulgare. Et donc ce travail a commencé en 1979 par la première publication, et il est terminé en 2009 par les poésies complètes. Voici le livre. Il est sorti en décembre l'année dernière, et il a été présenté, bien sûr, à l'Institut français, plusieurs émissions de radio. Donc, pendant l'année 2010, on a parlé suffisamment, je crois, de la poésie de Saint John Perse. Et il faut dire que la bulgare est une langue qui est parlée par 7,5 millions de personnes, mais le bulgare est une langue de traduction. Et je ne vais pas faire de statistiques, mais je peux vous dire que pendant les 60 dernières années, nous avons 4 traductions de Faust de Goethe. En bulgare, il y a l'intégrale de Boris Vian, avec les romans policiers qu'il a écrits sous pseudonyme. Il y a tout. Il y a presque tous les romans de Modiano, à 2 ou 3 exceptions. Il y a les 5 grands hôtes de Claudel qui sont dans ma traduction, et vous ne les trouverez pas en russe. En russe, ils sont traduits 3. Il y a Léopold Senghor, qui a été traduit par moi aussi en 81. Donc, c'était un recueil assez important. Donc, en Bulgarie, les gens continuent encore à lire. Et ça, peut-être ça vient parce que le régime communiste, donc le pays était enfermé un peu. Et la traduction était une fenêtre vers le monde occidental, parce que les gens n'avaient pas le droit de voyager aussi. C'était assez difficile de sortir du pays. Donc la traduction était une fenêtre. Et je peux vous dire que en 1981, j'ai traduit et publié L'Arrache-cœur de Boris Vian, et en 3 jours, ils se sont vendus 60 000 exemplaires. Ça n'arrive plus maintenant, parce que il y a Internet, il y a beaucoup plus de choses. Mais les gens continuent à lire. Et aussi, la poésie a ses lecteurs très, très stables en Bulgarie, parce que beaucoup de gens écrivent des poèmes. Il y a énormément de livres de poésie qui sortent des jeunes et des pas très jeunes. Donc, c'est le public naturel pour la poésie. Est-ce qu'on pourrait dire que, comme en Roumanie, parce qu'on le sait depuis quelques années en France, il y a cette tradition de francophilie, d'adhésion à la langue française et à la civilisation française en général en Bulgarie? Oui, mais il faut dire que c'était beaucoup plus de gens parlaient français et parlent français de ma génération. Je suis né en 51,
Et maintenant, j'enseigne à l'université, la traduction littéraire. Et donc, s'il y a 40 étudiants avec la langue anglaise, moi, j'en ai 9, 10. Donc, c'est à peu près... mais par contre, la langue espagnole et l'intérêt pour la littérature et pour la culture espagnole a beaucoup augmenté ces dernières années, pour une raison toute simple. L'Espagne est un pays d'immigration. Il y a 250 000 Bulgares qui travaillent en Espagne maintenant. Et il y a très peu de Bulgares qui travaillent en France. Mais disons qu'il y a un intérêt constant pour la littérature française. Un roman de Modiano se vend à son public. Un livre de Saint-Jean-de-Perse à son public. L'ancienne édition qui comporte Exil, neige, mer et vent a été faite en 2005. Et les mêmes œuvres sont dans cette édition parce que l'édition de 2005, on ne la trouve plus. C'était 1000 exemplaires et cette édition est encore à 1000 exemplaires. Donc il y a une attente vous voyez qu'il y a un petit cercle qui va peut-être s'aimer. Oui. Et maintenant, disons que la poésie est entrée dans les universités. Il y a beaucoup d'éditions universitaires et puis il y a beaucoup de revues Internet, sur Internet. Mais Saint-Jean-de-Perse, sur beaucoup de sites Internet, on peut trouver les textes. Certains ne demandent pas les droits d'auteur, ne sont pas très légaux, sont faits par les jeunes, mais disons c'est mieux de lire la poésie sur Internet que beaucoup d'autres choses. Bien sûr. Mais mis à part cette différence rythmique que vous avez soulignée entre le français tel qu'il est pratiqué magistralement par Saint-Jean-de-Perse et puis le rythme de la langue bulgare, est-ce qu'il y a eu des passerelles, on va dire, aisées qui vous sont apparues du point de vue lexical pour la traduction de la poésie de Saint-Jean-de-Perse en bulgare? D'abord, je veux dire que quand on parle des éditions anglaises, il y a l'influence de la Bible. Chez nous, comme j'ai travaillé avec Claudel aussi, notre dernière édition qui date de 1981 est très archaïque et n'est pas utilisable. Donc, je n'avais pas comme aide la Bible. Et il faut dire que dans les années où j'ai commencé, il y avait un débat dans les cercles littéraires entre la critique sur le vers libre. Donc il y avait des gens qui étaient un peu plus conservateurs. Et je suis un peu de cela. Donc on ne peut pas traduire et faire un travail de traduction en dehors du contexte littéraire, parce que c'est la langue poétique, bien sûr de l'époque. Mais aussi, cette langue des traductions influence aussi la poésie locale. Et vous m'avez posé... En termes lexical, est-ce qu'il y a une possibilité de passerelle entre les langues qui vous est apparues dans un sacerdoce comme celui-là, qui est la restitution d'une poésie aussi riche en termes de vocabulaire? C'est surtout nos dictionnaires qui ne donnent pas les réponses. Par exemple, sur tout ce qui touche la zoologie, sur tout ça s'arrête au nom latin. Alors, mon ami, le professeur Peter Beron, qui est directeur du musée de sciences naturelles, je ne sais pas comment
exactement traduire, on dit comme ça, un musée de sciences naturelles. Et puis tous ses collaborateurs, ils me connaissent très bien, parce que je me suis toujours, disons, j'ai fait appel à des spécialistes. Sinon, la langue bulgare est suffisamment riche. Donc je n'ai pas eu ces problèmes. Mais j'ai fait ce que notre ami a dit. J'ai écrit seulement une étude comme préface d'Amer, de l'édition d'Amer en 1995, et j'avais fait beaucoup de notes. Et dans cette édition, je n'ai pas mis cette étude. Et j'ai supprimé toutes les notes, parce que je crois que le travail du traducteur, tout ce qui est côté chercheur, côté critique, ça doit être relaté dans le texte. Donc, pour moi, c'est un art d'interprétation, comme le musicien, comme l'acteur. Mais l'acteur peut corriger son rôle parce qu'il sort au théâtre chaque soir et nous, on doit faire quelque chose qui doit rester. Parce que vous savez que les traductions vieillissent, les originaux ne vieillissent pas. Les traductions vieillissent un peu plus vite parce que toute la compréhension s'est figée à un certain moment. Oui. Ça relate ce qu'ont fait les chercheurs aussi. Donc, dans 20 ans, 30 ans, il y aura d'autres traductions. J'en suis sûr. Bien sûr. En tout cas, je crois qu'on peut parler de Sacerdoce de manière générale. L'année dernière, nous avions reçu Bruno Palma, qui est un traducteur émérite vraiment de Saint John Perse en portugais et qui a suivi pendant... En brésilien, oui, faut-il le préciser, effectivement, qui a mené pendant plusieurs dizaines d'années, de manière passionnée et de manière monacale, on peut le dire, véritablement, cette traduction de l'ensemble de l'œuvre. Et vient de sortir Paradante. Tout à fait, c'est la traduction donc du discours sur Dante, pour le 7e centenaire de Dante. Et je retrouve là, en tout cas, dans vos propos à tous, cette passion, je dis effectivement, ce sacerdoce, qu'il s'agisse d'être favorisé par la richesse du vocabulaire de l'anglais, de la langue anglaise, que n'ignorait pas Saint John Perse, puisque lui-même il avait reconnu qu'il y avait cette richesse et même cette supériorité lexicale de l'anglais par rapport au français, et il opposait à cela la notion d'usage fiduciaire quasiment du langage en français, disant que le français avait un vocabulaire beaucoup plus restreint et donc devait user de beaucoup de procédés pour pouvoir rejoindre on parlait ce matin de cratilisme, enfin de pouvoir rejoindre le réel de manière particulièrement fine. Il était intéressé par cette correspondance entre les différentes modalités que les langues ont de viser le réel. Écoutez, depuis ce matin, nous avons beaucoup parlé. J'ai eu un tort évident, c'est de ne pas vous passer la parole. Donc maintenant, je crois que le moment est venu. Il y a des micros HF qui sont disponibles en haut, donc il y a des gens qui peuvent vous les passer sur des deux côtés là. Et donc voilà, si vous avez des questions à poser, que ce soit sur notre débat sur la traduction ou sur les débats de ce matin, c'est le moment. Vous pouvez y aller, parler sans crainte. Je crois que les micros sont disponibles. Allez-y, n'hésitez pas. Madame Caillé.
parce que le langage poétique vieillit. Nous avons en Bulgarie une traduction de Verlaine et de Rimbaud qui est faite dans les années environ en 1924 ou 25, elle a été publiée. Et puis, il y a des traductions qui sont dans les années 70, des mêmes poètes, bien sûr, par un autre traducteur. Et c'est tout à fait différent, parce que les traductions de 1924 sont faites dans la langue des poètes post-symbolistes bulgares. Et ce langage a vieilli, et donc c'est resté un monument littéraire, c'est réédité, mais c'est lu comme quelque chose qui appartient à l'histoire. C'est parce que en Bulgarie, il y a une chose dans la langue bulgare, c'est que au début du XXe siècle, il y avait beaucoup de mots turcs qui sont dans la littérature et qui sont maintenant incompréhensibles pour la jeune génération parce qu'ils ont été écartés par l'évolution de la langue. Et comme c'est un pays, dont je dis c'est une petite langue, où il y a beaucoup de choses se traduisent. Et je crois que notre langue bulgare évolue plus vite que, par exemple, la langue française. Et c'est pour ça, je parle pas comme quelque chose qui est universel. C'est propre à notre langue littéraire, c'est propre aussi à notre pays, à notre histoire et à notre développement, disons. Et c'est pour ça que je ne crois pas qu'un traducteur doit, disons, avoir à penser que sa traduction est faite une fois pour toutes. Mais je vais vous dire, il y a 2 traductions de Léopold Senghor, une qui est faite par moi, et les mêmes poèmes ont été faits par un autre traducteur, et ils sont tellement différentes, et moi je ne peux pas dire laquelle est meilleure. Oui, c'est différent, et le rythme est totalement différent. Et il y a des gens qui apprécient la traduction de mon collègue, et d'autres apprécient ma traduction. Je crois que j'ai essayé de répondre. Si je peux ajouter un petit mot à cela, il me semble que les traductions, tout comme la critique, sont faites pour être dépassées, pour être renouvelées. Si la critique s'embourbe dans une complaisance ponctuelle à tel moment d'une vie de l'esprit, etc., eh bien, c'est que l'intérêt vieillit et finalement, cette critique meurt d'inanition, tout comme une traduction devient un objet de son époque, en effet, et même de la personne qui l'a faite. Et si on ne renouvelle pas les traductions de génération en génération, on aura l'idée que l'original est aussi figé dans le temps. Alors, il me semble que suprêmement, l'œuvre de St. John Perse n'est justement pas figée dans le temps, pas plus qu'il n'est figé dans l'espace. Et si j'ai osé retraduire les poèmes de St. John Perse, y compris Anabase, que j'ai publié en anglais, mais aux États-Unis, parce que les Anglais ne s'y intéressaient pas, si j'ai osé traduire Anabase, c'est parce que, pour moi, la traduction d'Eliot n'était pas satisfaisante, était limitée justement par l'optique d'Eliot, qui avait, à cette époque-là, tout précisément, une obsession vis-à-vis de l'Église. Il est devenu anglo-catholique, etc., etc. Et cette lecture d'Anabase à travers le langage biblique ne me convenait pas pour ce qui était de Perse, non pas de moi en quelque sorte, parce que moi aussi je suis imprégné de cette...
Non, mais Carole a dit qu'elle était justement bonne. Et beaucoup de gens... Saint John Perse est connu dans le monde anglophone grâce surtout au départ à cette traduction d'Eliot. Le nom d'Eliot, n'est-ce pas, c'était vraiment un sésame pour Saint John Perse dans le monde anglophone. Ça va de soi. Donc, on ne peut pas la considérer nécessairement mauvaise en tant que telle. Moi, je la crois limitée, mais elle n'est pas forcément mauvaise. D'autant plus qu'au fil des rééditions, Saint John Perse est intervenu, de plus en plus d'ailleurs, pour l'améliorer ou du moins pour la réorienter. Et vous allez pouvoir comparer, vous l'avez peut-être fait vous-même, n'est-ce pas, cette comparaison entre les quatre éditions d'Anabase traduites par Eliot, et il y a effectivement une évolution considérable. Mais il reste dans ce carcan linguistique de la Bible, et ça, je n'ai pas pu l'admettre pour Saint John Perse, parce qu'il, lui, n'est pas dans ce monde-là, dans cet univers-là. Il est bien plus large, plus vaste que cela. Mais si je dis aussi, n'est-ce pas, que la traduction doit être dépassée, même en me relisant tout à l'heure, ça fait des années que je ne me suis pas relu, mais en me relisant, je me suis dit, ah non, j'aurais pu nuancer autrement, j'aurais pu justement refaire maintenant une traduction qui serait peut-être meilleure, peut-être moins bonne, enfin qui sait, mais du moins qui serait autre. Et je pense que ça aussi, ça indique que je suis... on peut du moins larguer, n'est-ce pas, je suis encore en vie, je pense toujours, et même malgré mon grand âge, si vous voulez, n'est-ce pas, j'ai encore quelques capacités pour me dépasser, du moins tel que j'étais à cette époque-là. Ça fait quand même 30 ans, 40 ans. Madame, vous aviez une question ? Attendez, vous aurez le micro. D'avoir mentionné la traduction de Bruno Palma, qui est un frère dominicain, mais je voulais justement abonder dans votre sens à propos, nous, Brésiliens, nous ne disons jamais que nous parlons brésilien, nous parlons portugais. Et il y a ici une note, nous parlons portugais avec un accent brésilien, mais nous parlons, la langue n'est jamais, sauf en France, moi je n'aurais jamais dit à quelqu'un que je parle brésilien, parce que je ne sais même pas ce qui serait cette langue. Ici, je peux citer Bruno Palma dans sa note, quand il dit que pour ce qui est de la Divine Comédie, quand il y a des passages de la Divine, et il se sert de la traduction en portugais, c'est-à-dire et celle d'un Brésilien. Nous ne disons pas, donc Loïc avait raison de dire c'est en langue portugaise. Oui. Évidemment, il y aurait des nuances. Si le livre avait été traduit en portugais du Portugal, il y aurait sans doute de changement de certains mots et il y a, en parlant, il y a une différence d'accent. Mais nous ne disons pas brésilien. Non, d'accord. Alors, j'accepte parfaitement cette correction, n'est-ce pas? C'est très bien. Mais il y a quand même, et j'ai eu un échange récemment avec Bruno Palma, il admet parfaitement une différence quand même capitale dans la prononciation du brésilien par rapport au portugais. Oui, et ça fait toute la différence dans la poésie quand même. N'est-ce pas? La sonorité, ma foi... Non, mais je ne dis pas le contraire, mais quand je dis la langue... C'est la langue, le portugais. L'accent est très différent. Comme un homme de Marseille a un accent différent quand il parle français, de l'accent parisien. Mais on ne change pas de langue, à moins qu'on parle la langue... Doc. Alors, un petit complément qui va peut-être réjouir tout le monde, c'est que nous avons le projet à la Nouvelle Anabase de publier, avec l'accord de Bruno Palma, dans un futur numéro... je ne veux plus donner de chiffres, de numéros, parce que je m'y perds moi-même, mais dans un futur numéro, certainement l'année prochaine, les tableaux de correspondance des termes qu'il m'avait confiés en facsimilé, qui sont des choses absolument fascinantes, et où on voit véritablement ce travail monacal auquel je faisais allusion tout à l'heure, et qui a duré des années pour essayer de se rapprocher
non pas du sens littéral, mais de la transposition à laquelle on avait fait allusion ce matin. Je crois que vous avez une question, Madame Leville. Non, c'était pour rebondir sur cette histoire de vieillissement. Moi, je pense que la comparaison qui pourrait peut-être nous aider à comprendre cette triste idée du vieillissement, c'est celle de l'interprète en musique. On a le sentiment, quand on écoute un interprète, quel qu'il soit, un pianiste, et qu'il est considéré comme le meilleur de son époque, qu'il ne peut pas être dépassé. Et en réalité, Cortot ne jouait pas comme nous jouons aujourd'hui. Et je pense qu'il faudrait se poser cette question. Il doit y avoir une audience qui fait qu'on n'entendrait pas aujourd'hui Dinu Lipatti comme il jouait, et nous ne l'accepterions pas de la même façon, parce qu'en fait, le traducteur n'est pas un créateur de la langue. Il ne peut pas inventer une langue. Il a une langue qui se présente à lui, qui est celle qui a été inventée. Il doit, lui, travailler avec évidemment toute son intuition et sa culture poétique, entre la langue poétique qu'il détient et l'intuition qu'il a de cette invention de la langue. Mais il ne peut pas fabriquer une troisième langue. Donc je pense qu'on est un peu dans la même optique que celle de l'interprète, qui d'ailleurs en général est aussi humble que le traducteur. J'entendais l'autre jour justement un interprète qui disait « Moi, je ne crois pas », c'était un grand interprète d'aujourd'hui, « je ne crois pas que j'ai pu apporter des progrès à la musique ». J'ai trouvé ça très, très, très beau. Tout à fait. Si vous avez une autre question, éventuellement. Est-ce que je peux vous savez, c'est le cas du traducteur bulgare de Jorge Luis Borges. Il y en a plusieurs. Mais c'est un des traducteurs, Rumen Stoyanov, qui a une théorie à lui, que le traducteur doit enrichir la langue. Alors, ces traductions sont difficilement lisibles et il a été très critiqué par la critique. Et je crois que ce n'est pas au traducteur de faire des expériences avec la langue, sauf s'il doit suivre son auteur. Parce que on doit, et ça je l'ai dit, travailler avec le langage littéraire qu'on a. Parce que sinon, moi je suis souvent critiqué que mes traductions sont un peu lisses, que je flirte avec le public, avec le rythme et tout ça, mais je crois qu'on ne doit pas, avec un auteur difficile, avec une poésie difficile, on ne doit pas torturer le lecteur. On doit un petit peu l'apprivoiser. Madame Villers-Lapetit, et puis nous allons conclure ce débat. De traduction, il y a quand même des cas assez exceptionnels, parce que Goethe admirait beaucoup Nerval. Et il y a justement quelque chose d'une traduction qui a sa validité presque pour toujours, même si on peut faire une autre traduction. Il y a des interprétations au piano aussi qui, même si aujourd'hui on ne reprendrait pas de la même façon, elles ont marqué et elles sont toujours quelque chose d'inspirateur. Et je pense qu'il y a des traductions où le traducteur se fait aussi poète, même si, en tant que traducteur, sa traduction peut vieillir. Mais la consistance de la traduction fait qu'elle a sa valeur interne. Et il y a quelque chose, Goethe, qui n'avait pas pu écrire en français, pensait que la traduction en français était presque au-dessus. Parce que c'était Nerval. Ben oui, ben justement, c'était Nerval. Mais c'est ce que je pense que la dame voulait dire. Et Nerval connaissait la langue allemande, et donc il avait une affinité déjà, n'est-ce pas, préexistante chez Nerval, qui faisait qu'il était mieux reçu peut-être en Allemagne qu'en France. Non, je voulais juste dire qu'il y a le rapport personnel du lecteur qu'on est avec une traduction, et que
il est très difficile, quand on a aimé une traduction, je pense par exemple à Ulysse, j'ai jamais pu lire la nouvelle traduction dont on dit qu'elle est bonne, c'est possible, mais je pense que chacun s'est installé quand même. Quand il l'a lu jeune, une œuvre, c'est très très difficile, sauf si la traduction apparaît comme très mauvaise. Mais autrement, je pense donc que chacun a son traducteur. Voilà, enfin, je ne sais pas si je suis compris. Non, mais le fait est qu'il y a une belle tradition de belles infidèles, comme on les appelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelque chose qui passe très bien dans la langue d'arrivée et qui ne soit pas fidèle à la langue du départ. Alors, évidemment, ça peut donner quelque chose de remarquable. L'exemple classique, c'est Edgar Allan Poe, traduit par Baudelaire. Alors, chez Baudelaire, n'est-ce pas, c'est remarquable, effectivement, et la fortune de Poe en France est bien supérieure, ou bien l'a été pendant tout un siècle, bien supérieure à sa fortune dans le monde anglophone. C'est seulement dans des années récentes qu'on a commencé à prendre Poe au sérieux, du moins à ma connaissance, dans le monde anglophone. C'est bien vrai aux États-Unis, voilà, c'est ça. Absolument. Alors qu'en France, Edgar Allan Poe, il a fait étape en quelque sorte, mais grâce à Baudelaire. Écoutez, je n'aurai pas la cuistrerie de conclure. Simplement, je voudrais signaler un dernier fait qui est extrêmement important pour nous. À partir des travaux d'Henriette Le Villain, on s'est intéressé à ce versant, pour reprendre un terme de son ouvrage sur les traductions anglaises de la poésie de St. John Perse, ce versant de la poétique de Perse lui-même qui apparaît dans les commentaires mis bout à bout, les commentaires qu'il a laissés sur les propositions de traduction de ses traducteurs, notamment anglais, mais également un traducteur allemand, Friedhelm Kemp, alors qu'il ne parlait pas lui-même l'allemand du tout, St. John Perse. Et donc ça, c'est un aspect également extrêmement intéressant pour ce qui est des archives qui sont toujours conservées à la Fondation St. John Perse. On peut voir apparaître finalement une sorte d'auto-herméneutique du poète à partir des commentaires qu'il laissait sur ces traductions. Je crois que je ne dis pas l'absurdité en l'occurrence.